Ah, et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous regardent chaque matin. Je pense qu'ils ne sont pas pauvres en information. Ils sont pas du tout pauvres en information. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin. Serge Soro. Très heureux, hein, ça fait longtemps. Mais bon, vous avez dit tantôt que c'est la journée des journalistes. Oui, la liberté de la La presse. liberté de la presse. Donc j'espère qu'après ça, il y a un gâteau d'anniversaire parce que moi, j'adore les gâteaux. Vous m'invitez souvent pour m'offrir un gâteau, je serai là chaque semaine. Hein. Merci. On aura l'occasion sûrement peut-être, hein. Mais de boire une tasse de thé, vous savez, c'est le propre de la maison. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est le docteur Soro que j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de retrouver dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tribune. Et je salue l'autre panéliste que vous allez présenter tout à l'heure, n'est-ce pas. Je salue toute la production de DBS La Matinale. Et je salue l'Afrique, le monde, je salue le Cameroun. Eh bien, il faut quand même parler aussi de nous. Nous avons l'habitude de parler des autres. Aujourd'hui, justement, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Je pense qu'au Cameroun, on ne peut pas faire la fine bouche. Qu'il y a effectivement la liberté de la presse, il y a une floraison de types. Il y en a qui sont pérennes, d'autres qui sont éphémères, d'autres qui sont quelquefois même inexistants. Mais le problème de fond, à mon sens, parce que je parle en tant qu'éditeur, le problème de fond, à mon sens, c'est beaucoup plus la politique du gouvernement camerounais en matière, n'est-ce pas, de financement des médias. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les médias, les journalistes, en tout cas les entreprises de presse, ont une mission de service public. Oui. Et à ce titre, il me semble que ces entreprises devraient bénéficier non pas de l'aide publique à la communication privée, mais davantage de subventions. Ça, c'est important. Un nombre de médias ont été prises il y a quelques années, notamment en ce qui concerne l'exonération des intrants qui rentrent dans ce que nous pouvons appeler les consommables, n'est-ce pas, médiatiques. C'est vrai que c'est évident, ça existe très bien, mais sauf qu'il faut davantage un certain nombre de mesures qui devraient, à mon sens, également permettre à la paix de vivre, parce que aujourd'hui on se rend compte que s'il y a des télévisions qui sont écoutées, très peu de Camerounais vont dans les acheter les journaux, parce que je parle en tant qu'éditeur. Et quand bien même ils peuvent en acheter, ils enrichissent justement ces vendeurs, les revendeurs. Vous avez parlé tantôt de la convention Collective. Ça, c'est vraiment un serpent de mer, parce que il y en a, pour une raison ou une autre, torpillent justement cette convention de collective des journalistes. Je parle des entreprises de presse, des patrons de presse, qui, eux, ils ont peut-être les moyens de leur politique, parce qu'ils sont dans leur couloir, mais il y a d'autres qui émergent, mais qui ont justement besoin de cet appui. Et il faut quand même se dire une chose, lorsque vous allez en reportage, c'est de votre poste que vous sortez de l'argent pour votre prise en charge. Or, ce devrait être l'entreprise qui vous emploie, qui devrait prendre en charge justement votre séjour à Douala, je veux dire à Yaoundé, ou dans une autre ville du Cameroun, lorsque vous êtes en mission. En mission, oui. Donc je crois que pour ce qui concerne l'expression, je crois que c'est un fait, c'est une évidence. Nous avons cette liberté-là, mais il ne faut pas seulement qu'on se limite au niveau de l'expression médiatique. Il faut que le gouvernement fasse des efforts pour subventionner les médias. Merci à vous, Albert Anatola ici, d'être là ce matin. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour au docteur Sessor qui nous vient de Yaoundé. Bonjour à Triple A, bonjour à toute la galaxie DBS La Matinale. Ils sont nombreux, nos valeureux techniciens, les maquilleuses, les techniciens de surface qui donnent quand même un air de gaieté sur ce plateau. Nous leur disons merci. Et surtout à tous nos nombreux téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre et à qui nous disons merci. C'est pas du tout facile le travail que nous essayons de faire, informer les Camerounais, les Africains, essayer aussi de réveiller, n'est-ce pas, notre continent, dont j'appelle souvent ce géant qui a endormi. Il faut le réveiller parce que les problématiques, les enjeux sur le plan mondial sont très importants. Et comme le disait le grand Fanon, chaque génération, en toute opacité relative, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Tout de moins, je pense que nous essayons de remplir la nôtre.
avec les modestes moyens humains que nous avons. Que nous avons justement à notre disposition. Messieurs, merci d'être là ce matin. Merci également à vous de votre disponibilité. En attendant justement notre quatrième invité, géopolitique, l'Afrique est-elle réellement comme l'affirme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Comme le déclarait justement Paul Kagame, pourquoi quelqu'un imprimerait-il du papier et nous les remettrait-il sous forme d'argent et nous laisserait-il payer? Pas avec le papier que nous aussi nous avons également le droit d'imprimer. Au lieu de cela, nous sommes tenus de payer ces papiers en valeur, en ressources et en efforts. Je me suis rendu compte sûrement qu'il s'agissait d'un acte d'esclavage et de colonisation moderne, dixit Paul Kagame. Et d'ailleurs, comme le déclarait Myriam, les riches ont plus besoin des pauvres pour être encore plus riches, et les pauvres ont besoin des riches pour rêver. Pour mieux comprendre justement le problème de l'esclavage, le problème de la colonisation, regardons, messieurs, ensemble cet élément. Merci à la réalisation pour cet élément, messieurs. On va dire justement bonjour à notre quatrième invité de ce matin, Dr Jean-Paul Mbelec. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes, bonjour à l'équipe technique, bonjour aux téléspectateurs de DBS ce matin. Et je suis encore bien heureux d'être là ce matin. On va tirer à boulet rouge, en tout cas en ce qui me concerne, sur tous ces arnaqueurs de haut vol qui sont là pour, soi-disant, appauvrir l'Afrique. Non, eux ils disent qu'on est pauvre, mais moi disons qu'ils sont là pour nous appauvrir. D'accord, justement. Bienvenue à vous, Dr Jean-Paul Mbelec. Je vais me tourner vers vous, Dr Soro. Vous avez suivi justement cet élément qui nous a pris presque 10 minutes pour parler justement de ce franc CFA. Et dans tout cela, eh bien, on a l'impression qu'il y a un plan bien concocté, bien huilé pour que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale déclarent haut et fort justement que la zone CEMAC, eh bien, il faut le préciser sans oublier bien sûr, la zone UEMOA sont tout simplement des pays pauvres. Entre guillemets, je vais le dire. C'est un diktat, mais en réalité, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international font leur travail. Ce sont des instruments de perpétuation de l'impérialisme. Alors, dans ce discours, je ne crois pas qu'ils aient élaboré la théorie objective économique de la richesse. Oui. Parce que quand est-ce qu'on est riche? Les critères de richesse, c'est quoi? C'est une population, c'est les territoires, c'est les ressources et c'est la culture. Ça veut dire que l'Afrique est le continent le plus riche. Parce que nous sommes à presque 1 milliard, bientôt 1 milliard 400 millions d'habitants. Nous avons un territoire immense. Nous avons des ressources à n'en pas compter. Nous avons le premier espace terrien qui soit complet. C'est-à-dire que l'Afrique actuellement, si je prends seulement par exemple l'Afrique centrale, vous savez, nous avons ce qui va être le carburant de l'économie dans les 200-300 prochaines années, c'est-à-dire les terres rares. Donc nous ne sommes pas pauvres. En termes de ressources naturelles, par exemple, si je prends seulement la diversité de la végétation, on n'a même pas, on peut fermer l'Afrique, c'est-à-dire on peut construire une barrière et en redistribuant très bien, tous les Africains vivraient mieux que les Américains actuellement. Tous les Africains. On peut racheter l'Europe, c'est-à-dire que le potentiel africain, en ne vendant que les terres agricoles, on achète l'Europe, c'est-à-dire on arrive au guichet, on dit facturer et l'Afrique paye. Pourquoi? Parce que la richesse, ce n'est pas la monnaie. La monnaie est seulement un instrument. Or, justement, dans les critères de la Banque mondiale, ils s'appuient sur des éléments qu'ils ont créés pour justifier a posteriori des politiques qu'ils veulent imposer à l'Afrique. Oui. En disant que vous êtes pauvre, ils vont dire « Ok, on viendra vous aider ». Alors que ce n'est pas ça. Et l'élément qui vient de passer montre que depuis la fin de l'esclavage, on a mis en place pour perpétuer cet esclavage des instruments pour appauvrir l'Afrique. Et l'un de ces instruments pour le cas de la France, c'est le fameux franc CFA. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Tu sais, si les Français ne veulent pas créer notre franc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Si les Africains créent leur franc, parce qu'avec cette politique monétaire et la décision de battre monnaie pour nous, en fait, ils nous empêchent de vivre. Comme l'élément l'a très bien montré, vous pouvez cultiver votre manioc et les gens veulent l'acheter, mais ils vous disent, comme on dit à Douala maintenant, il n'y a pas de pièces. Vous voulez emprunter le taximan vous dit qu'il n'a pas la monnaie, donc vous êtes obligé de marcher à pied. Voilà le paradoxe dans lequel nous on se trouve. Il ne faut pas qu'on dise aux Africains qui sont pauvres. Actuellement, l'Afrique, tout le monde le dit, après l'Asie, on dit qu'après l'Asie, nous sommes le deuxième moteur de l'économie. En fait, nous sommes le premier. Justement, parce que si on ferme l'Afrique, locomotive mondiale, toutes les économies se meurent actuellement et ils le savent. Mais
Si l'Afrique se réveille, évidemment, ça sera plus dangereux que ce qu'ils ont dit par rapport à la Chine. D'où l'intérêt pour eux de continuer à convaincre les Africains qui sont pauvres, pour que les agents commerciaux qu'ils ont placés à la tête de certains pays africains et qui peuvent être bousculés par les dynamiques que vous, les Tsingo, vous menez déjà dans votre bataille, ces gars peuvent commencer à se dire, mais on nous a assez trompés, maintenant changeons de curseur. Pour arrêter cela, on lance donc comme ça des slogans pour vous dire non, ne les écoutez pas. En réalité, vous avez des problèmes, on va venir vous aider. C'est comme la Covid. Hein. C'est-à-dire les gens n'arrivent pas à se soigner chez eux, à se vacciner chez vous, mais ils veulent vous vacciner. Ils sont d'une générosité spontanée qu'on ne comprend plus. Nous sommes pauvres, qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je pose une question simple. Si nous sommes pauvres, vous pouvez aller chez votre voisin quand il est pauvre? Pas du tout. Pas du tout. Faites donc quoi si nous sommes pauvres? Si nous sommes pauvres, faites vos bagages et partez. Nous allons nous débrouiller avec notre pauvreté. Moi, je dis aux Africains, vous êtes les plus riches. La seule chose, c'est que on vous a un peu trop lavé le cerveau. Maintenant, le temps est arrivé pour que vous preniez vos décisions vous-même, pour vous-même et par vous-même. Sur tous les plans. Si je prends par exemple le café et le cacao, c'est l'Afrique qui doit fixer le prix du café et du cacao. On en a les moyens. On décide simplement qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux du café, monsieur, tu le viens ici. Si tu ne viens pas, il n'y a pas. Vous allez voir qu'au bout de 3 jours, la chose va changer au niveau monétaire, au niveau international. Et le planteur africain ou le planteur de Dumbam va commencer à bien vivre de son cacao. Donc nous sommes riches, mais on nous a appauvris. On a arrêté le développement. Ou alors on nous a fait croire que nous sommes justement pauvres. Non, on nous a appauvris, c'est-à-dire on nous a volé. Si vous voulez que j'utilise le mot que je ne voulais pas. On nous vole chaque jour. Chaque matin que vous vous réveillez, on vous vole. Et l'élément l'a bien montré. Quand vous avez travaillé pour 1000 francs, vous recevez 200 francs. Et quelqu'un confisque 800. Et il vit de ça. Et de temps en temps, il vient vous dire qu'il prête même vos 800. Et il prend encore des intérêts. Donc, il vous prête votre propre argent. Et il se permet de prendre des intérêts sur votre argent. Voilà ce qui se passe. On nous appauvrit tous les jours. C'est pour ça que souvent, moi, je suis gêné. Nous avons des responsabilités, mais il faut qu'on dise d'abord, parce que c'est le seul langage que ces gens comprennent. Il faut qu'on dise à la France qu'il faut arrêter cela. Parce qu'après, ils commencent à parler de l'immigration, des Africains qui veulent envahir l'Europe, comme si les Africains n'étaient pas contents de rester chez eux. Regardez les Africains, dès qu'on donne des vacances, tout le monde rentre en Afrique. On y va parce qu'on est fatigué d'être volé. On veut aller récupérer ce qui nous a été volé. Mais souvent, même arrivé là-bas, on n'arrive pas à le faire. Donc, il vaut mieux qu'on reste chez nous, qu'on construise chez nous, mais qu'on fixe de nouvelles règles. De nouvelles règles, justement, on en a besoin sur le continent africain. Docteur Jean-Paul Balek, je vais me tourner vers vous. L'une des choses quand même qu'on a fait croire aux Africains jusqu'à preuve de contraire, c'est qu'ils sont pauvres. Pourtant, on le sait, c'est l'Afrique qui nourrit le monde depuis des siècles. L'or, le manganèse, l'uranium, tout ce qui va avec, le cacao, le café, le coton, tout ceci sort justement du sol africain. On, c'est qui? Mais il faut arrêter de dire on. On, en français, on vient du latin. Ça veut dire l'homme. Oui. Donc vous aussi. Parce que, les autres, je parle bien sûr. Que nous sommes les hommes. Non, mais il y a un glissement. Par exemple, tout à l'heure, Soro a parlé de... On peut créer notre franc. Il faut faire attention dans le langage. Sinon, arrêtons de parler français. Parlons dans nos langues. Parlons en bassa, parlons en babléké, parlons tout ce qu'on veut. Parce qu'on fait facilement des glissements. C'est pas ça qu'il voulait dire, en fait. Il a dit créons notre franc. Il voulait dire créons notre monnaie. Il y a eu un glissement. Créons. Ce qui amène les Maliens, quand ils créent leur monnaie, ils l'appellent franc malien. Ce qui amène tous ces gens-là à mettre franc. Pourquoi? Non. On zappe ça, ça n'existe pas. Donc mentalement, ça doit disparaître totalement. Oui. La première révolution, elle est mentale, chez l'être humain lui-même, avant même d'aller s'associer aux autres. En tant qu'individu, il faut déjà faire sa propre révolution mentale. C'est-à-dire que si je veux que le monde soit de cette façon, je dois le visualiser comme ça. Parce que le premier humain, qui n'était même pas un humain comme nous, on l'appelle Homo habilis. Homme habile, c'est du latin. Hein. Ils aiment bien mettre des mots comme ça, là. Puisqu'on utilise leur langue, on est obligé d'utiliser aussi ces mots. Justement. Voilà, désolé. Donc, le premier, il n'était même pas un humain comme nous. C'était pas un homo sapiens sapiens. C'est la dernière version de l'homme que nous sommes, l'homme moderne, comme on dit. C'est lui qui a créé l'outil. Mais vous croyez qu'il a créé l'outil comment? Il a vu une pierre, il a pensé l'outil dans sa tête avant de créer. La forme, il a pensé avant de former l'outil. Isoler cette forme de la pierre. Donc, il faut d'abord faire sa propre évolution mentale avant d'imaginer même s'associer aux autres et poursuivre en tant que groupe. Bon. Donc, non. Le on là, moi je me... On l'efface, on vous a compris. Non, sinon ça dit que je ne suis pas un être humain. Je vous comprends. Ok, mais il fallait ce préalable. Bon, ça c'est une chose. Vous connaissez, il y a des livres comme Stolen Legacy. Vous connaissez? Oui. Équipe à Snowden. Et il y a un autre là qui a écrit un livre, How Europe Undeveloped Africa.
Ça répond à vos questions. Il faut lire ces livres-là. Bon, je ne reviens pas sur Tchong Pouemi, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Mais permettez-moi de faire un préalable. C'est sur le Covid. Lorsque la France réactualise ses chiffres, parce que c'est bizarre, pendant longtemps, ils sont à 6%, on ne comprend pas à quoi. Le taux de guérison mondial était dit à 70%. Le taux de guérison français, jusqu'à encore au mois de mars, c'est 6%. De 7,2% en janvier, 6% fin mars. Et puis un beau jour, d'avril, ils affichent 76%. Il y avait des erreurs avant ou il y a eu un bon soudain. Bon, admettons. Il n'empêche que la descente, elle n'arrête pas. Hein. De 76% début avril, à peine plus tard, parce que là nous sommes que début mai, ils sont chutés déjà à 70%. Je l'ai encore vérifié tout à l'heure, là, avant de vous parler. Ils ont déjà chuté à 70%. Le Cameroun, à cause de, enfin pas à cause de, du fait de, non, du fait de, je ne peux pas dire à cause, pas accuser les gens, du fait de, du Chan. Quand les gens sont partis, il y a eu une remontée des cas de Covid. Donc, le taux de guérison avait déjà atteint les 94%. Il faut savoir que ça fait plus d'un an que le Cameroun ne descend pas en dessous de 80% de toute guérison. Hein. Oui. Même de 85%. Ça fait déjà... C'est que même quand on baisse, ça ne chute pas en dessous de 85%. Donc, le taux de guérison avait chuté de 94% à la fin du Chan à 89%. Et ça a décliné jusqu'à vers 85%. À peu près, peut-être 85% des poussières. OK? Ce matin, je vous parle là. D'ailleurs, il y a quelques jours déjà, on était déjà à 92%. Ce matin, je vous parle, on est déjà à peu près 95%. Ça veut dire qu'on a retrouvé le niveau d'avant le Chan. Oui. Il s'est passé combien de temps? Le Chan est fini, je crois, c'était en février, non? En 2 mois. Là où les autres, ça fait plus d'1 an et demi, bientôt 1 an et demi, leur taux de guérison, soit chute. Et pourtant, ils ont les vaccins. C'est incroyable. Alors, j'ai dit, alors peut-être qu'on n'a pas fait assez... Si, le Cameroun a fait plus d'1 500 000 tests. Depuis le mois de janvier, depuis il y a 1 an et 3 mois. Il y a plus d'1 500 000 tests. Beaucoup de pays n'ont pas fait autant. Ok? Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'on n'a pas assez testé que... Non, c'est faux. Donc ce sont les chiffres, si je compare les données comparables, ils sont tirés du même site, Worldometer, qui se trouve à Baltimore. C'est le même site qui donne tout ça. Là. Ok? Bon, John Hopkins, si vous voulez, à Baltimore. Alors, donc, maintenant pour revenir à un autre sujet, à savoir, dans la première chose, je crois que je t'ai même envoyé un message, ça c'était Paul Kagame. Oui, je l'ai lu d'ailleurs. J'ai fait exprès parce que moi j'ai déjà dit plusieurs fois ici, et tous les stupides qui vont tuer leur propre frère pour de l'argent, on leur dit, mais attends, l'argent c'est pas la richesse. Ils sont sérieux. Et la première richesse du monde, c'est l'homme. L'homme. Docteur Sor l'a dit tout à l'heure. Moi je vais dire mieux. C'est-à-dire je vais rajouter des éléments. Et j'accepte ce qu'il dit, mais je rajoute. Donc je fais mieux. Je rajoute. Je ne vais pas soustraire. Alors, je dis que, je l'ai déjà dit, mais je répète, parce que l'enseignement c'est la répétition, il faut le garder en mémoire. L'Afrique est déjà riche sur le plan génétique. Puisque le plus gros stock génétique de l'humanité, c'est en Afrique. Qui dit le contraire? On dira d'ailleurs le contraire. Non, mais il n'a qu'à le dire, ça sera un imbécile. Comme ça, il aura l'étiquette imbécile. Pourquoi? Parce que l'homme est né en Afrique, quoi. Il faut être con pour dire le contraire. À partir du moment où l'homme est né en Afrique, le plus grand stock génétique en Afrique, puisque tous les Africains ne sont pas sortis d'Afrique, ce n'est qu'une fraction des Africains. On appelle ça l'effet goulot, ou alors l'effet fondateur. Ce n'est qu'une fraction des gens. Dans le gros stock, je vous ai donné l'exemple des grains de riz à choisir. Une tonne ici, 10 fois 10 kilos là-bas. Vous vous souvenez? Dans la elle est meilleure. Voilà. Non, la variété. Okay. Pas la. Non, je ne suis pas dans les trucs de morale. Variété. Oui. C'est-à-dire que la plus grande. C'est pour ça que nous cherchons même au Covid. Ça veut dire que nous sommes ici 5, multiplié par 100. Okay. Si par exemple il y a une maladie qui arrive, il y a peu de chances que nous affectent tous au même moment et qu'on disparaisse. Mais dans le cas de l'Europe, ça peut nous affecter tous. Ils disparaissent. L'Afrique est le seul continent au monde où non, on est garanti sûr que on ne disparaîtra pas parce qu'il y a une maladie. Parce que nous sommes très différents génétiquement. Ce n'est pas le cas des Européens. Ils sont trop jumeaux. Ce n'est pas le cas des Asiatiques. Ils sont trop jumeaux. La grande diversité. Et c'est ça que souvent on croit que c'est alors que c'est une richesse. C'est cette variété génétique qui implique la variété au niveau linguistique. Nous sommes riches en langue. Ce n'est pas un monde, au contraire, c'est une richesse. Nous sommes riches en langue. Ça tient de la variété génétique et ça montre les qualités morales. Maintenant, je te rejoins, des Africains. Oui. Puisque, ayant constaté ces variétés génétiques que nous reconnaissons naturellement, on n'a pas cherché à aller contre. Et donc, par conséquent, on n'a pas été non plus contre la variété linguistique, qui révèle seulement la capacité de l'être humain avec son cerveau à créer différentes façons d'articuler. Et ça fait les différentes langues. Et comme on est assez intelligent, parce que l'intelligence n'est pas donnée parce que nous ne sommes pas intelligents, non. Elle vient du fait que le AC, j'ai pas dit intelligent, AC. J'ai rajouté le AC. Moi, je fais les nuances. Hein. Je parle un peu comme je suis Cantadio.
langage, mathématiques. Même quand on parle. Fais attention à mes mots, j'ai choisi. Non, 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 je l'ai dit, parce qu'il faut que les autres fassent pareil. C'est mon école, non? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? J'ai dit assez, c'est-à-dire que tout le monde est intelligent, il n'y a pas de problème. Mais nous, comme, c'est une question de durée, notre espèce humaine là, existe en Afrique depuis 200 000 ans, d'après l'archéologie, et voire 300 000 ans, d'après la biologie moléculaire. Cette laps de temps nous a donné le temps de faire toutes ces expériences et d'avoir la conclusion que ce n'est pas la peine d'aller contre notre diversité. Ce n'est pas le cas des autres. Les Blancs, ça fait même pas 8 000 ans qu'ils existent. Est-ce que leur expérience est assez longue pour que, naturellement, sans qu'ils aient à forcer, sans qu'ils fassent de grosses philosophies, ils arrivent d'habitude à la conclusion que, sinon, ils ne feraient pas l'esclavage, ils ne seraient pas en train de martyriser les Africains, ils auraient déjà compris que les êtres humains et que le destin de l'humanité, c'est justement, comme eux, ils aiment bien l'appeler de leur vœu le mondialisme, qu'ils ne feront pas réaliser. C'est-à-dire que le monde est un, étant parti de un. Et le un d'origine étant l'Afrique, c'est là, il ne faut pas supprimer. Mais ce n'est pas ça qu'ils font. Vous voyez? Donc, au niveau de... J'ai remarqué que je vais chuter, hein, je ne vais pas rester trop... Allez-y, je crois que je vais donner des points importants, donc je vais chuter. Je sais que tu attends que ça. Non, 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 non. J'attends que vous expliquiez. Hein. On est là pour la monnaie, on a peut-être parlé justement de pauvreté, ou alors on va revenir. Je vais chuter. Je laisse la prise de parole pour tout le monde. Voilà, je crois que j'ai donné des éléments que je ne voulais pas rater. Voilà, en intro. J'ai regardé la Banque mondiale et le FMI sont des créations de Bretton Woods, un petit village là-bas aux États-Unis dans le New Hampshire, 1944. C'est juste un an avant la fin de la guerre. Encore que la guerre finit en 1944 pour certains pays, c'est le cas de la France. Bon, je viens en 1944 et pas 45. Alors, autre chose. Le CFA, c'est 1945. Donc, je pose comme hypothèse de travail qui est quand même très facile à vérifier, mais comme je ne sais pas ce que j'ai pensé il y a 10 ans, même hier, ça reste à vérifier, je pose donc comme hypothèse que le franc CFA n'est pas une création indépendante de la France, mais des consignes des mêmes gens qui ont créé le FMI et la Banque mondiale. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils disent que l'Afrique doit être pauvre. Alors, ne parlons pas dans le vide. Il faut définir les termes. Comme on parle français, ce n'est pas notre langue. Moi, j'ai pris le dictionnaire Petit Robert. J'ai regardé. Pauvreté, ça veut dire quoi? Et pauvre, ça veut dire quoi? Pauvreté qui manque de ressources, qui n'a pas d'argent. Il y a aussi celui qui manque de qualité morale. Est-ce que nous manquons de qualité morale? Si, d'après eux, nous sommes des races inférieures. Vous voyez, c'est sous-entendu. Pour obéir répondre à la définition. Justement. Oui, alors nous manquons d'argent. Oui, c'est eux qui créent l'argent. Parce que dans leur définition, ils n'ont jamais mis richesse. Ils ont dit ressources. Mais nous ne manquons pas de ressources. Ils ont dit ressources. C'est là qu'est la grande contradiction. Puisque les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, matières premières qu'ils veulent, nous on les a, eux ne les ont pas. C'est là leur contradiction. Mais dans l'ensemble, si on voulait regarder de près les choses, ils auraient tort. Mais en restant dans leur paradigme, où c'est eux qui créent l'argent, et c'est eux qui définissent nos qualités morales en tant que race inférieure ou supérieure. N'empêche que dans leur propre paradigme, il y a la contradiction au niveau des ressources. Vous voyez? Et même là, ça ne m'étonne pas. Parce que ces gens-là ne sont pas une contradiction près. La raison n'étant pas Hélène, l'émotion est Hélène. La raison est plutôt nègre. On n'arrête pas. Qui n'a pas d'argent. C'est la même chose. C'est juste qualifier quelqu'un pauvre. Là où on a dit le nom, c'était pauvreté. Ça ne change pas. Donc il faut définir les termes avant d'en discuter. Maintenant que j'ai défini les termes, je laisse la parole à mes... Je suis pressé d'entendre ce qu'ils vont dire maintenant. Je suis très heureux de vous savoir sur le plateau ce matin, docteur Jean-Paul Mbelek. Je vais me tourner vers vous, justement, patient Parfum d'Homme, après l'explication du docteur Jean-Paul Mbelek, qui nous fait comprendre une chose avec l'explication, justement, du mot pauvreté. On n'est pas pauvre en ressources. Et si on va justement parler de génétique, comme le disait tout à l'heure le docteur Jean-Paul Mbelek, même chose également. On parle également de mentalement en retard. Là encore, c'est un autre problème. Ça signifie finalement que l'Afrique n'a jamais et ne sera jamais pauvre, puisque c'est toujours ceux qui cherchent à détruire l'Afrique qui sont aujourd'hui justement qualifiés de pauvres. Si on regarde justement l'explication du docteur Jean-Paul Mbelek. Je pense que vous avez vu la gestuelle du docteur Jean-Paul Mbelek à la fin de son propos. Il m'a passé les... Bon, maintenant que le scientifique a éclairé, le politique va essayer de mettre un peu de sien pour qu'on essaie de... Oh ben, vous savez... De joindre les deux bouts. Non, je suis très content. C'était que ce soit le docteur Cessor, que ce soit Jean-Paul Mbelek, ils ont eu des propos très édifiants, n'est-ce pas, qui nous permettent d'avoir une vue un peu plus large sur ces questions. Oui. Le documentaire que vous avez montré tout à l'heure était aussi très édifiant. Je pense que cet ancien ministre togolais, qui se bat d'ailleurs
depuis quelque temps sur cette question des francs CFA, nous a donné des clés qui peuvent justifier pourquoi l'Occident, la France en particulier, continue de s'agripper sur cette question des francs CFA qui est une forme d'esclavage moderne, de refus de décoloniser, de refus d'accepter que les pays qui ont dans l'indépendance ont aussi le droit d'accéder à la totale souveraineté, n'est-ce pas, dans tous les compartiments de leur pays. Je suis un peu triste hier, j'ai été un peu triste hier quand j'ai vu sur le plateau quelqu'un s'attaquer à nos prédécesseurs. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à tous ceux qui ont donné leur vie pour connaître ce semblant d'indépendance. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ce fut des rivières de sang qui ont coulé dans notre pays parce qu'eux, ils avaient vu, bien avant beaucoup d'autres. On n'a pas de dire, quand as-tu eu tort d'avoir eu raison le premier? On a souvent des motifs de satisfaction. Ils ont vu le danger. Ils ont dit l'entente. Nous voulons notre indépendance totale et inconditionnelle. Nous ne voulons aucune condition, qu'aucune condition ne soit apposée ou bien estampillée sur cette indépendance. Parce qu'ils voyaient le danger. Donc, je suis obligé ce matin de leur rendre hommage. Rendre hommage à nos dévanciers. Ils étaient de toutes les ethnies. Et ça ne commence pas avec eux. Ils ont hérité d'un combat qui est celui de combattre la dignité humaine. Parce que depuis la pénétration allemande, nous avons résisté. Nous avons refusé d'être ravalés au rang de la bête. Nous avons refusé d'être ravalés au rang des gens, de la gente humaine soumise. Et ils ont repris le flambeau avec beaucoup de vaillance. Malheureusement, avec les indépendances, on a vu à la tête de nos États, on a vu à la tête de la direction de nos vies, de nos économies, de nos humanités, des gens qui n'avaient complètement pas compris de quoi il s'agissait. Ça retournait. D'autres les appellent les sous-préfets, d'autres les chiens couchants de l'impérialisme. Mais cette élite qui a pris le pouvoir dans nos États, aux indépendances, c'est elle qui nous a plongés là où nous sommes aujourd'hui. Mais je peux être fier et heureux de constater que la résistance, elle, tel un roseau, comme disait Ernest Ouandi, a plié, mais n'a pas rompu. Elle a continué. Elle continue de manière variée, dans les disciplines variées, dans les domaines variés. Ces résistances de cette Afrique qui veut se maintenir debout, elle est là. La conséquence, vous ne la voyez pas, mais elle est immédiate. Il y a quelque chose, une information qui est presque passée inaperçue ces derniers temps. Il y a une pétition qui a été signée par des militaires français. Des généraux. 20 généraux. Des centaines de colonels. Ils sont 50. Des milliers. Ils sont 50 maintenant. De généraux. Ils sont déjà 150. 50. 50 déjà, au lieu de 20, ils sont déjà 50. Et des milliers de soldats. En réalité. 20 000 soldats. Ah, voilà. Ndoumbelek me donne des précisions. En réalité, qu'est-ce que ces gars disent? Ils disent que cette France-là, ce n'est plus la France. Certains appellent un coup d'État contre M. Macron. Parce qu'ils se rendent bien compte que la France est en déclin. Et ce déclin sera continu tant que nous aurons la capacité de continuer à porter des coups de boutoir comme le faisons chaque matin sur vos plateaux. Parce que, en fait, nous réveillons les Africains. Ce grand monstre, à l'entendre mon propos, que je vous ai dit, qui était presque dans un sommeil comateur, mais qui commence à se réveiller. C'est ça le danger. C'est ce danger-là. Cette affaire, il y a un sentiment anti-français. Non, c'est ça le danger. Nous réveillons les Africains et nous disons aux Africains, votre avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants repose entre nos mains, repose en la capacité, en la détermination que nous aurons à dire non. Plus jamais, nous n'accepterons plus, n'est-ce pas, l'esclavage sur notre continent. Nous n'accepterons plus jamais qu'on nous ramène l'être humain noir à l'état d'esclave parce que c'est nous qui avons l'humanité. C'est nous qui sommes, comment on dit ça, l'alma mater de l'humanité. Le début et la fin de l'humanité, c'est nous. Nous vous avons appris l'amour. Nous avons appris la fraternité. Nous avons appris ce que c'est
l'être humain qui a été créé à la ressemblance de Dieu selon certaines religions, mais c'est vous qui n'avez pas compris. Mais comme vous n'avez pas compris, nous sommes obligés de reprendre notre arme pour combattre cette injustice, pour combattre cette iniquité, pour combattre votre refus d'accepter un monde meilleur, un monde où l'homme vit en harmonie avec la nature, en harmonie avec ses frères et sœurs. C'est ça le problème que nous avons. Donc moi je pense sincèrement que toute affaire cessante, toutes les forces africaines doivent être bandées dans un premier temps pour détruire la question de franc CFA. Et je suis d'accord avec Mbelek. Parler de franc, déjà, induit que nous sommes encore dans la France. Ça arrive de manière... c'est parce qu'on parle vite, on va souvent trop vite plus que notre pensée. Parce que France, c'est quoi? C'est la France. Il faut couper complètement cette affaire-là. Il nous faut des politiques, il nous faut des attitudes et des orientations, des caps qui vont, 1, vers l'unité politique de notre continent, 2, vers la maîtrise de notre destin par des choix économiques purement endogènes. C'est seulement comme ça que nous allons nous en sortir. Tout le blablabla que les soi-disant experts en économie, vous vous souvenez, quand on a déclenché ce combat contre le France il y a plus de 10 ans, les gens nous ont dit, vous êtes des aboyeurs, vous ne comprenez pas, c'est des problèmes complexes. D'autres hommes politiques nous ont dit, ah, attention, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut mettre fin comme ça à un système monétaire, des conneries, de blabla, hein, n'importe quoi. On peut le faire. Nous pouvons nous endosser sur tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, comme richesse. Nous les avons. Il y a des gens qui adossent leur monnaie sur le monde que ça. Nous avons l'or. Nous avons du diamant. Nous avons les terres rares. Nous avons le cacao, le café, le coton. Nous avons les bras. Nous avons ces bras-là. Cette force. Des vérinques hydrauliques humaines. Nous les avons, nos bras-là, qui font des choses incroyables. Si on dit aux enfants aujourd'hui comment a été construit le chemin de fer Douala-Yaoundé, ils ne peuvent même plus s'imaginer. Le Ndjok, vous ne savez pas ce que c'était. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était. Ce sont nos parents qui ont fait, avec la force de leurs bras, qui ont construit ce chemin de fer, qui ont creusé des tunnels, etc., etc. Beaucoup sont morts à l'œuvre. La construction du chemin de fer Congo, comment ça, Congo-Océan. Des Centrafricains, des centaines de milliers de morts. Ah oui, parce qu'il fallait évacuer le produit, n'est-ce pas, comme nous sommes des économies, n'est-ce pas, de la périphérie, qui ont pour seul objectif de prendre ce que nous avons de manière brute, les exporter pour que ce soit transformé et que la même chose qui est sortie de ton propre sol te soit revendue 1000 fois le prix de ce qu'ils ont piqué sur chez nous. Alors, 45, le dernier Belek est revenu dessus. J'ai un excellent livre, je vais vous l'amener si vous allez le lire, d'un chercheur français, et qui démontre qu'en fait, la France était très endettée. Les États-Unis menaçaient de dévaluer. Elle est toujours endettée, hein, patient Parfum d'Homme. Non, je parle de cette époque-là. Oui. Ils menaçaient qu'on dévalue le franc. Et la parade fut trouvée. Il fallait créer le franc CFA pour combler justement cette affaire. Je vais vous apporter le livre avec des chiffres. Ce n'est pas moi qui ai écrit le livre. Je l'ai. Vous voyez comment les gens sont des salauds. Et là, je suis d'accord. Que cette affaire de ces institutions de Bretton Woods, en réalité, qui n'ont pas été créées pour faire ce qu'ils font là maintenant, cette mission, prétendument, pour sauver le monde sur le plan économique et financier, est venue bien après. Ils avaient d'autres objectifs. Comment accompagner la reconstruction de l'Europe à travers tous les plans Marshall qui ont été mis en place. Mais ils se sont rendus compte que la France ne pouvait pas tenir. À la fin de la guerre, elle était pratiquement à genoux. Elle était à plat ventre. Il fallait trouver une solution de situation. Et chaque fois, dans l'histoire humaine, que l'Europe, que l'Occident a été en difficulté, pour rebondir, elle s'est tournée vers où? Vers l'Afrique, vers notre continent. Regardez tous les différents niveaux, c'est très long à expliquer, mais tous les différents niveaux des crises au niveau de l'Europe, de l'Occident, pour rebondir, pour reprendre, n'est-ce pas, de l'oxygène, ils se sont retournés vers l'Afrique, mais en détruisant, en pillant, dans des situations, j'allais dire, de rapines, de vol, n'est-ce pas, et souvent de crimes qu'on ne dit pas assez, qu'on ne dénonce pas assez. C'est pour cela que je vais sortir par là. Je pleure. Quand je vois un Africain qui ose insulter Ruben Oumyobé et ses compagnons, les seuls en Afrique au sud du Sahara, laissons un peu l'Afrique du Sud, qui ont eu le courage d'accepter de répondre au challenge des armes que leur imposait la France,
ils ont été les seuls peuples en Afrique noire qui a été obligé de prendre les armes pour contester la domination occidentale, la domination blanche, la domination française sur notre continent, les insulter, nier leur courage, nier leur détermination, mais surtout nier leur volonté de sacrifice pour notre Afrique, pour nos enfants. Souvent j'ai les larmes aux yeux quand j'écoute les Africains le dire. Merci beaucoup, Impatient Parfum d'Homme, on vous comprend. On comprend également votre tristesse. Albert Anatola, ici on reste toujours justement sur ce sujet et pendant ce temps, comme d'habitude d'ailleurs les uns et les autres l'ont dit sur ce plateau, depuis 1945 donc, tout avait été bien calculé, bien huilé pour créer justement le franc CFA et d'ailleurs dans l'élément que nous avons suivi tout à l'heure, on nous a fait comprendre que 13 pays justement utilisant le franc CFA ont été appelés les pays pauvres, très endettés. Toujours on revient là-dessus. Pourtant, tous les jours, comme le déclare le docteur Soro, et sans oublier le docteur Jean-Paul Mbelek, des richesses sortent. Et d'ailleurs, on est volé, même pas que des richesses sortent. Nous sommes volés chaque matin, chaque seconde, chaque heure, tous les jours de notre vie. Et pendant ce temps, certains Africains croient encore que nous sommes pauvres. Écoutez, j'ai suivi l'élément que la réalisation a bien voulu nous présenter tout à l'heure. J'ai retenu deux mots. Oui. Le premier mot, servitude volontaire. Le deuxième mot, souveraineté. Et le mot souveraineté me renvoie au discours de M. de Gaulle. Je parle de la promesse faite aux Africains qui sont allés justement aider sa patrie, n'est-ce pas, à se libérer du nazi allemand. Cette promesse était de donner aux Africains la souveraineté politique et économique. Malheureusement, le remerciement pour la libération de la France par les Africains a eu deux conséquences malheureusement néfastes. La première conséquence, elle est politique. Vous vous souvenez du massacre de Thiaroye, des Africains qui réclamaient tout simplement leur dû, leur prime. On leur a promis que c'est sur le continent africain que ça va être réglé. Et justement, ils sont arrivés à Dakar, dans le camp de Thiaroye. Comme récompense, ils ont été fusillés. La seconde conséquence, c'est que la France, qui elle-même était carrément sous le nazisme monétaire, a tout simplement inversé la tendance, c'est-à-dire imposer la même pratique qu'elle subissait, n'est-ce pas, aux pays qui ont en commun le franc CFA. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez posé ce problème, ça me renvoie à un fait historique qui a été énoncé par M. Macron dans son interview de novembre de l'année dernière, où il indiquait que l'avenir de la France, en tout cas de l'Europe, c'est l'Afrique. Je pense qu'un continent peut venir des autres pays qui n'ont pas de territoire africain sur l'Afrique si ce continent est pauvre. Donc c'est justement parce que ce continent a quelque chose à prendre qu'il est justement désormais l'avenir et de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et les autres. C'est une contradiction qu'on était tout à l'heure soulevée par le docteur Soro. Et ce sont des contradictions volontaires qui ont pour objectif majeur de nous manipuler, de manipuler les consciences, de faire croire aux Africains qu'en fait, le continent africain est pauvre. Puisque justement, lorsque nous questionnons, j'allais dire, les politiques économiques qui sont imposées d'ailleurs par ces institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, les effets migratoires sont justement d'abord la conséquence de ces mauvaises politiques qui sont aux antipodes non seulement de nos réalités, mais en plus de nos objectifs de développement. Souvenez-vous, à la fin des années 80, ces institutions de Bretton ont imposé au continent africain ce qu'ils ont appelé d'abord les plans d'ajustement structurel, qui ont eu pour conséquence également le démantèlement
de nos joyeuses économiques qui étaient à travers les privatisations qui ont été également imposées. Parce qu'il faut quand même nous dire que ces privatisations des entreprises parapubliques étaient des entreprises stratégiques qui portaient, à mon sens, l'émergence et la souveraineté économique du continent africain étaient de manière délibérée démantelées par le FMI, la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous constatons également que ces privatisations ont eu des conséquences sociales, notamment, d'abord, nous avons connu la problématique des compressions, parce que il fallait bien trouver de l'argent, il fallait justement mettre, selon le FMI, il fallait mettre arrimer ces entreprises aux normes de gestion modernes, donc internationales. Ces privatisations ont eu justement des conséquences sociales néfastes. Il y a des gens il y a les foyers qui ont été justement brisés du fait de ces compressions, de ces privatisations. Vous avez certaines personnes qui sont retrouvées au cimetière du fait de ces affaires-là, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais ces compressions, ces privatisations ont eu des effets sociaux néfastes et désastreux. Quand je dis cela, je voudrais également parler ici de la volonté même, et la volonté délibérée, justement, de ces institutions de Bretton Woods qui se sont proclamées, gestionnaires de nos économies, de nos politiques de développement, pour le faire comprendre qu'en fait, c'était un plan bien huilé pour freiner l'élan d'émergence des pays africains. Parce qu'à partir des plans d'ajustement structurel, vous avez compris que la plupart des pays africains sont entrés en crise. Et vous vous souvenez que dans le contexte camerounais, le président Biaki Ankola avait dit nous n'irons pas au FMI. Le Cameroun n'ira pas au FMI puisqu'ement parce que il y avait justement ce fleuron-là qui permettait de porter l'économie camerounaise. Dès qu'il a dit cela, je crois que quelques années, 2 ou 3 ans plus tard, 3 ans exactement. Alors, 84, 87. Voilà. Alors, quelques temps après, le Cameroun s'est retrouvé au FMI parce que ils ont mis tout en œuvre pour que ce soit le contraire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque les gens disent que l'Afrique est pauvre, non. Le problème des Africains, des pays africains d'une manière générale, c'est le problème de gouvernance. Parce que les flux migratoires qui ont été tout à l'heure soulevés ne sont pas la conséquence de la pauvreté du continent africain, non. C'est la conséquence d'abord des problèmes de gouvernance, c'est la conséquence des mauvaises politiques, parce que quand on se dit les choses, notamment pour ce qui concerne les pays de la zone franc, lorsque vous n'avez pas d'autonomie de souveraineté monétaire, ça a forcément des conséquences. Vous avez près de 50% de votre monnaie, de votre argent qui est dans les comptes entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais attendez, de ce point de vue, vous ne pouvez pas. Avec un budget peut-être de 4 milliards, environ 5 milliards, je ne suis pas certain que le Cameroun peut atteindre les objectifs de développement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, on va dans les colmatages. Dans le colmatage, dans pratiquement les jongleries économiques, mais ce ne sera pas mais on ne va pas véritablement toucher les questions de fond. Donc, il faut donc justement démanteler cela, c'est-à-dire quoi? Avoir notre autonomie, notre souveraineté monétaire. Dès qu'on a réglé cette question, eh bien, il faut qu'on puisse, à mon sens, transformer nos matières premières. Parce que lorsque les gens viennent, comme vous l'avez dit tantôt, les voler, ça fait tourner leur économie et non la nôtre. Ça crée les emplois chez eux. Et chez nous, vous avez donc ces flux migratoires parce qu'il n'y a pas d'investissement chez nous. Parce qu'une économie a vocation à créer des richesses, à créer des investissements, justement, à créer des emplois. À partir du moment où vous avez une économie qui est extravertie, qui est plus portée vers la consommation, que sur la production, vous comprenez que ça peut avoir des conséquences. Donc je pense que pour terminer, l'Afrique n'est pas pauvre, puisque c'est l'avenir, c'est le continent qui est l'avenir de tout le monde. Ni en matière de ressources humaines. Il faut d'ailleurs rappeler à nos téléspectateurs que la France déclare que l'Afrique c'est son avenir. Hein. Absolument. Il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France. La France n'est que le cheval de Troie des autres. Même les États-Unis estiment que le continent africain est également l'avenir des Américains. Pourquoi tout le monde vient en Afrique? Pourquoi les Asiatiques viennent en Afrique? Pourquoi l'Inde vient en Afrique? Pourquoi la Turquie vient en Afrique? C'est parce qu'il y a des choses... Tout le monde convoite l'Afrique aujourd'hui. Tout le monde, je veux dire, est en train de venir sur le continent africain parce qu'il y a des choses à prendre.
il ne donne pas, il n'y a rien à donner en Afrique, mais il n'y a plus à prendre. Donc, je pense qu'il appartient aux Africains. Même la sortie du absolument. Donc, je pense qu'il appartient aux Africains, justement, de véritablement prendre conscience de ce que il y a plus à faire en Afrique qu'ailleurs. Il y a plus à faire en Afrique qu'ailleurs. Docteur Seychos, ces institutions financières, on parle bien sûr de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Club de Paris, du Club de Londres et les autres, nous le savons, ont été créés par des impérialistes, des occidentaux prédateurs. Il nous faut désormais des solutions pour en sortir. Que faire? Ben, que faire? Il faut d'abord bien comprendre, et là je suis content que le docteur Mbelek soit là, et je voudrais après ça qu'il continue sa démonstration mathématique, parce que les enjeux sont énormes. Cette sortie du FMI n'est pas anodine. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe en Afrique actuellement. Quand on décrète que vous êtes pauvre, la logique c'est qu'on veut venir vous aider. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire quand on décrète ça, quand c'est le FMI et la Banque mondiale, vous allez voir les intellectuels de service se mettre, vous expliquer ça bientôt. Sans oublier les Nations Unies aussi, hein, qui sont concernées. Expliquer ça. Et l'objectif c'est qu'on va venir. Mais le deuxième objectif derrière, c'est qu'on dit que pour que vous n'aggraviez pas la pauvreté, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Et là, vous allez voir donc la recolonisation se mettre en marche. Pourquoi ils sortent là? Ben, parce qu'il y a en Europe des crises. N'oublions pas que l'Union européenne est menacée. Il y a eu le Brexit et ils n'ont pas encore réussi à gérer ça. N'oublions pas que la France qui a reçu un mandat de gérer les comptoirs africains pour l'Europe, partiellement, et les États-Unis. Depuis 2014, les Américains commencent à estimer que la France ne mène pas très bien sa mission. Il faut la remplacer. Parce que la Chine est en train d'avancer, l'Inde est en train d'avancer. Certains pays européens sont en train de reculer alors que des pays africains tentent à les rattraper. Parce que quand vous prenez les 4 majors d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et le Ghana, bientôt les pays comme le Portugal, en dehors des bâtiments, ne vont pas leur parler. Le Ghana gère mieux la monnaie que la France. Ça, c'est au classement de la Banque mondiale. Le Nigeria est devant le Portugal. Ça ne se discute plus. Alors, et vous savez que le terrorisme de Boko Haram avait été créé pour neutraliser le Nigeria qui voulait pousser la zone UMOA à vite créer sa monnaie. Laissons le franc n'est pas le bon terme, c'est la monnaie. C'est-à-dire l'instrument qui va n'est-ce pas, faciliter les échanges. Et donc, faciliter les échanges dans l'UMOA, ça veut dire exclure la France du tout. C'est pour ça que la France avait mis en place Boko Haram pour déranger le Nigeria. C'est pour ça que De Gaulle avait créé la guerre du Biafra. Il avait vu ça avant, que si le Nigeria est debout, il perd de l'Afrique centrale. Et c'est dans cette perspective de bataille et de guerre. C'est toujours le même cas aujourd'hui, docteur. C'est le chaos, c'est même en train d'être accéléré. Pourquoi? Parce que on a vu le cas avec le Tchad, on a vu le cas avec le Cameroun. Que la France a posé là, que quelqu'un ne vienne jamais vous dire ici que la France les a amenés là pour le terrorisme. C'est dans cette perspective. C'est-à-dire, on va les mettre maintenant au service de quelques agents commerciaux pour dire qu'on va prendre le pouvoir, pour infléchir la politique qui veut aller dans une autre direction. Or, c'est là qu'il faut que les Africains disent la vérité à leurs frères. C'est parce que nous sommes très riches que les braqueurs, ils ont compris que sur le plan intellectuel, comme on nous faisait un braquage intellectuel, ils ont compris qu'on est en train de vouloir changer, ils veulent l'imposer militairement. Mais là aussi, je m'en vais vous dire que ça ne m'inquiète pas parce que la France ne peut pas vaincre l'Afrique là maintenant, même s'ils sont à 100 000. Si les États-Unis n'ont pas pu vaincre les Afghans, les talibans avec 100 000 hommes et toute la technologie militaire, c'est pas la France là que nous avons sauvé des griffes d'Hitler qui va venir nous vaincre. C'est vrai que ça peut prendre du temps si certains compatriotes qui sont à la tête des pays africains ne nous aident pas à y aller très vite, parce qu'il faut y aller très vite. Sans oublier ceux qui combattent l'Afrique. Hein. La sortie n'est pas, il ne faut même pas s'intéresser aux décisions du FMI. Le FMI donne des avis. Joe Biden est en train de battre, de faire tourner la planche à monnaie. Personne ne va lui dire là-bas que arrête. Non, l'économie c'est une boîte fermée. Si nous étions, ils ont dit que nous sommes en crise planétaire, ok? Si nous sommes en crise, c'est-à-dire qu'il y a la crise, c'est-à-dire qu'il y a rupture d'équilibre entre les mécanismes de production, fonctionnement et distribution. S'il y a rupture, on allait emprunter l'argent à la Lune. Pas du tout. On n'allait pas emprunter, on allait trouver un mécanisme pour que le système, c'est comme un moteur. Quand il est grippé, tu t'arrêtes, tu enlèves l'élément qui grippe le moteur et la machine se remet en marche. Donc, il faut qu'on arrête cela. Premièrement, il faut encourager la diplomatie de proximité. C'est-à-dire qu'il faut que le Cameroun comprenne que son premier partenaire économique là, c'est le Tchad, c'est la Centrafrique, c'est le Gabon, c'est le Congo. Et qu'est-ce qu'on peut échanger? C'est le cacao? Non. C'est la banane plantain, c'est la production de l'igname, c'est la pomme de terre, c'est les intelligences. Qu'est-ce qu'on fait? On décide par exemple qu'on refait nos chemins de fer.
Mais attendez, j'ai vu des gens qu'on a applaudi pendant les élections ici, aller l'autre jour s'asseoir derrière les wagons d'occasion repeints de Bolloré. Mais ça, c'est une inertie. Voilà les preuves que les gens n'ont pas compris. Occasion kenyane. Et est-ce qu'on ne peut pas fabriquer... La régie Fercam avait les meilleurs ateliers en Afrique. Le moteur, c'est rien. Hein? Vous pouvez prendre un moteur même de Hyundai, vous venez mettre et puis ça va marcher. On peut les fabriquer chez nous. Notre enjeu, de si on veut améliorer la circulation entre Douala et N'Djamena, Douala et Bangui, évidemment, c'est d'y mettre le rail. Mais pour faire un rail, est-ce qu'on a besoin encore d'aller chercher des ingénieurs en Europe? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vois des petits Camerounais là, ils peuvent construire ce rail. Ils feront un rail meilleur. Et s'il nous faut un train électrique, ils vont le faire. Ils vont le faire. Nous sommes un continent où tous les 400 mètres carrés ont un potentiel de barrage hydroélectrique. La Dibamba a au moins 3 chutes. Le Mungo en a. Je dis, en Afrique, dès que tu fais 100 mètres, 100 km carrés, tu as un potentiel d'un barrage. Et on vient nous dire que c'est l'énergie qui poserait problème. Pas du tout. C'est donc la théorie de la Rested Development. C'est-à-dire on a fait croire aux gens, en leur faisant manger du caviar et du beurre, que c'est ça qu'il faut faire, que c'est vers ça le développement, alors que c'est faux. Il nous faut restructurer nous-mêmes les paradigmes de développement. C'est comme ça qu'on sort des dictats du FMI. Et ce dictat, le FMI même, est convaincu que ça ne marchera pas. C'est pour ça que je vous dis le premier danger, ce n'est même pas les réactions, c'est les militaires qu'on veut poster là. C'est les militaires que la France et bientôt, ils appellent maintenant que ce soit la force de l'Union africaine ou l'Union européenne qui viennent les renforcer. C'est ces militaires, ils ne viendront pas pour le terrorisme. Ils viennent là parce que si vous ne respectez pas le dictat qu'on va vous donner, qu'on veut vous aider, ils vont vous dire, ok, on vous débarrasser le plancher. Et là, il faut que les Africains soient éveillés. Moi, je veux bien comprendre, pauvreté. Comment je peux être pauvre? Est-ce parce que je n'ai pas la monnaie que si je peux avoir mon avocat le matin avec mon mintumba et avec mon poisson que je pêche dans ma rivière, que vous allez dire que je suis pauvre parce que je n'ai pas d'euros dans la poche? Je crois que c'est pas ça la pauvreté. La pauvreté, c'est quand tu ne sais plus tirer profit de ton environnement naturel. Et ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais je ne vois pas, même à une vieille mère du fond de Njombe Pendja, je crois que vous n'allez pas lui expliquer une maman qui chaque jour nourrit ses enfants alors qu'elle n'a pas 5 francs, simplement parce qu'elle produit son poivre, elle produit son gombo, elle a planté son maïs qui pousse. Vous ne pouvez pas lui expliquer qu'elle est pauvre. Vous ne pouvez pas. Pire encore, vous ne pouvez pas la convaincre de cet état de pauvreté. Maintenant, c'est à nous de poser des questions de fond. Quand ils disent qu'on ne peut pas atteindre les objectifs de développement, qui a fixé les objectifs? Est-ce qu'on est obligé d'avoir les mêmes objectifs? Pas du tout. Comment les OMD qu'ils ont fixés là? Ils veulent fixer les OMD de développement aux gens qui ont leurs propres priorités. Nous, on a tellement de problèmes que peut-être que la première priorité pour nous serait de nous réapproprier notre agriculture. Parce que leur agriculture qu'ils nous ont imposée menace l'environnement. Je vais vous prendre un exemple. En Afrique de l'Ouest, est-ce que vous savez que les pays comme le Burkina Faso, le Mali se sont retrouvés dans le désert à cause de l'exploitation forestière coloniale? Et que ce désert est en train de s'aggraver parce qu'au lieu de faire l'agriculture comme les Africains faisaient, ils ont décidé de ne cultiver que les produits de rente, coton, cacao. Donc ils ont ragé les forêts. Maintenant, nous, on leur dit, ok, on veut ajouter à ces produits qu'on ne va pas exclure parce qu'on va les contrôler, les produits que nous avions avant et qui préservent l'environnement. On va continuer à cultiver notre manioc à petite échelle, mais eux, ils veulent des échelles industrielles. Vous savez, au Cameroun, on a lancé un projet, le PIDMA. On voulait pousser les gens à cultiver le manioc à grande échelle. Mais vous savez que toutes les usines de manioc, que ce soit à Puma ou ailleurs, rien ne marche, même ici. Pourquoi? Parce qu'on vient vous dire que vous devriez vendre le manioc à 70 francs le kilo. Alors que la grammaire là, c'est que dès qu'elle a posé 4 manioc au talent, on lui donne 500 francs. Mais on veut lui expliquer qu'il faut qu'elle travaille plus. Est-ce qu'elle a besoin de travailler plus? Pourquoi vous allez... La sagesse, la maths africaine dit qu'il ne faut pas travailler pour être malade parce qu'on veut gagner de l'argent. Sinon, à la fin, on va dépenser tout cet argent à vouloir recouvrir la santé et on va mourir comme si on n'avait jamais vécu. Ça, c'est la grande sagesse africaine. La maths, l'harmonie. Il faut que tu travailles sur ce qu'il te faut pour que tu t'occupes de toi et de ceux qui sont autour de toi et que tu préserves l'espace. Parce que si tu détruis l'espace, évidemment, tu es mort. Maintenant, si on revient sur la question fondamentale de la monnaie, mais bon sang,
il faudrait peut-être que vous appeliez, il y a un égyptologue africain qui est encore là, Oumdjiki, qui vient vous expliquer. Même le nom du noir, là, le kamit, là, le kemt, c'est déjà aussi l'instrument d'échange. La monnaie, c'était le chat. Et après, c'est devenu les coris. Donc, l'élément d'instrument d'échange, on peut le choisir. On peut se réveiller le matin au Cameroun. On dit que maintenant, pour faire les achats, on va utiliser des lunettes, des verres. C'est le docteur Mbele qui va casser, va nous donner des morceaux. Et puis, on fixe c'est une unité de valeur, non? C'est en mathématiques, je crois que vous savez comment ça se fait. On dit que, bon, ok, non, ce sera les stylos. Si tu veux un pen, tu apportes 2 stylos. On dit, on confisque ça, on dit à quelqu'un, toi, tu vas fabriquer ces stylos. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça sera terminé. D'ailleurs, les Américains avaient dit ça quand ils sortaient de la colonisation britannique. Ils avaient dit que la monnaie, c'est une question de décision politique. Ça n'a rien à voir. Quand on a fini de décider, on appelle les experts, on leur dit trouver le moyen pour que les gens ne fabriquent pas ça derrière les comptoirs. C'est tout. C'est tout. Le vrai problème reste maintenant comment résister. Parce qu'ils vont nous attaquer, nous sommes en guerre. Ils ne comprennent qu'un seul langage, comme ils ne sont pas matures. N'oublions pas qu'on est devant les peuples qui ne sont pas matures et qui ont honte d'avoir découvert que nous sommes leurs ancêtres et les pères de la civilisation. Vous savez, les Occidentaux pensaient que c'est eux qui ont inventé la mathématique et la philosophie. Hein? D'ailleurs, je suis souvent gêné dans les universités quand je continue à entendre que la philosophie est grecque. Alors que Socrate était à l'école en Égypte. Leur père de la philosophie, on a retrouvé là où il était à l'école, avec son nom inscrit, Aristote. Ils étaient ses élèves. Et apparemment, ils n'étaient pas les plus brillants de la classe. Alors, comment ils peuvent venir? En fait, ils ont honte. Ils ont découvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là-bas, on finance plus les humanités sur l'Égypte antique que nous-mêmes qui avons ces humanités chez nous. L'Europe a les plus grands budgets de recherche sur l'égyptologie. Mais vous croyez qu'ils font ça pourquoi? Mais parce que c'est nous qui avons la clé. Même les problèmes qui se posent actuellement à l'humanité sur la gestion... avait déjà été résolu au bon vieux temps. Déjà été résolu. Oui. Tous les paradigmes que les Africains ont posés pour gérer la société, pour gérer les relations humaines, pour gérer les relations sociales entre hommes et femmes, c'était des réponses de près de 30 000 ans sur des questions qui ont dérangé le monde. Moi, je vais vous prendre une anecdote. Les gens combattent la prostitution, non? Les Africains ont dit qu'il faut être polygame. Quand vous avez plus de femmes que d'hommes, comment vous faites? Vous voulez que certaines femmes restent sans hommes et qu'on dise, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ça va être plus nocif pour ces femmes libres, pour la société. Donc on a dit non. Et que les gens ne viennent pas dire aux Africains que tous étaient polygames. Non. On laissait ceux qui en ont la volonté ou la capacité de le faire. Comme ça, c'était une régulation sociale. Il y va sur ce domaine comme sur tous les autres domaines. Même la science, la médecine dont on parle là maintenant. Mais il y a une aberration, je ne peux même pas sortir sans ne pas le dire. Mais regardez l'aberration planétaire. Le Cameroun a les médicaments de la Covid. Clédacov la soigne. Ce n'est plus une vue de l'esprit. Moi, je l'ai acheté pour des gens, je leur ai envoyé même hors du Cameroun. Pas une journée. 12 heures après la prise du médicament, les gens étaient guéris. 12 heures. Est-ce que vous savez que tous les gouvernants camerounais achètent le médicament? Tous, sans exception. Quand ils ne sont pas malades. Qu'ils envoient à certains de leurs amis gouvernants de certains pays. Mais bon sang, qu'est-ce que l'OMS attend pour... Bon, si l'OMS ne veut pas, qu'est-ce que Madeleine Chouente, la femme au chauve-souris, qu'est-ce qu'elle attend pour mettre le protocole scientifique pour qu'on passe... D'abord, c'est un sirop, donc il n'y a même pas de besoin, il faut seulement mettre la chaîne de production et qu'on l'exporte. Ils ne sont pas là pour ça, docteur Soro. Mais c'est pas eux d'être là, il faut qu'on l'impose. Les industries pharmaceutiques ne sont pas là pour ça. Il faut que nous, on refuse le vaccin et qu'on dise au monde qu'on a le médicament. Ça serait tout. Les pays africains, on gère entre nous. Le Gabon a le même problème. Mais ces gars sont gênés. Vous savez ce qu'ils souhaitaient? Ils souhaitaient que ça se passe comme ça se passe en Inde, là. Pour qu'on dise que l'Europe qui n'arrive pas à s'en sortir vole au secours de l'Inde. Les gens qui n'arrivent pas à fabriquer le vaccin volent au secours de celui qui leur fournit le vaccin. Mais attendez, nous, on tombe des nuls, là. Donc, Steve Jobs, Ngos, les Camerounais, je dis bien aux Camerounais, ils doivent faire attention aux catégories de population qu'ils ont. L'Afrique a encore ses patriotes, mais l'Afrique est entre les mains des réformés et des importés. Parce que comme, de même que la colonisation nous avait classé, moi aussi j'ai fait mon classement des Africains. Je savais que nous avions les indigènes, les évolués,
les assimilés et les interlocuteurs valables. C'est à eux qu'on a confié. Nous, les indigènes, là, on était les patriotes. Donc, nous, maintenant, nous sommes devant. Nous sommes les patriotes. Malheureusement, il y a les réformés. Les gens qui arrivent là-bas, et on leur fait croire que c'est ce qui vient de là-bas qui est bon. Et les importés? Et les importés, c'est-à-dire c'est des gens qui se battent là-bas, mais qui n'ont pas suffisamment, qui n'ont pas encore été imprégnés de la culture du combat. Donc, ils ont souvent peur. On vous les apporte. Vous voyez, Achille est en train, je ne le classe pas là-dedans, mais c'est à ce genre d'homme qu'il aura affaire. Un importé. Et on va lui envoyer beaucoup d'importés là, qui vont venir applaudir. Alors que la réponse est là. Il n'a qu'à dire non à Macron et ça sera la meilleure réponse qu'il lui ait donnée. Il ne faut pas qu'il perde son temps là-bas. S'il cherche du travail, maintenant, nous on a compris qu'il revienne. Lui peut facilement redevenir patriote. On ne veut pas de lui. Tu vois, il a même déjà les problèmes. Il a été catalogué, vous savez. Et après, c'est un traître. Les asservis, en fait, c'est des gens qui subissent. Oui. Moi, c'est ces milliers de jeunes. Et à eux, j'ai un message simple. N'ayez peur de rien. Si c'est sur la bataille électorale qu'on veut vous amener, allez vous inscrire, soyez candidat. Moi, je ne vois pas pourquoi une maman qui est bas ne sera pas conseiller municipal. Hein. Et vraiment, les jeunes qui gesticulent avec veste et cravate dans les voitures, là, vous pouvez faire comme eux. C'est le miracle de la politique. Vous irez aussi au lieu, ils vont venir se lever, faire leur beau discours. Vous allez parler comme Maman Foning. Vous connaissez Maman Foning avant, non? Elle n'a pas été députée, elle n'a pas été maire, elle n'a pas fait mieux que certains de ces gens. Vous pouvez aller vous inscrire dans les listes, soyez candidat. Ne cédez pas la place à quelqu'un parce qu'il a le diplôme. Soyez candidat. Moi, je suis prêt à porter ce jardin. Je ne voudrais pas de réformer. Parce que les réformés, ils ont des problèmes. Beaucoup ne sont pas des Africains. Hein. Ils sont noirs comme nous, mais ils sont pareil comme vous avez de l'autre côté des gens qui sont des Occidentaux, mais ils sont des Africains. Ils sont blancs, mais ils ont compris que l'humanité est une. Exemple, moi-même. Non, donc, les blancs qui sont africains. Quand tu n'es pas blanc. Exemple de blanc africain. Donne-moi un exemple. Mais tous les blancs ne sont pas contre l'Afrique. Non, je veux un exemple. Non, je veux pas les citer. Merci, messieurs. Un exemple. Sortons là. Un exemple pour montrer que l'ensemble n'est pas vide. Ça c'est bien de parler. Un exemple. Un seul suffira. Un exemple. Gaston Donat. C'est ton ami, il est de ta génération. Ça, c'est du rêve. Ça, tu dis n'importe quoi. Revenons justement sur le sujet qui nous intéresse, messieurs. On vous comprend parfaitement avec les explications du docteur Soran. Moi, je vais parler justement de cette servitude monétaire. Docteur Jean-Paul Balek n'est-il pas de bon ton aujourd'hui d'en sortir rapidement et totalement? Comment on va en sortir avec les réformés les importés. Les importés. Attends, compliqué. D'abord, excuse-moi, Achille Mbembe, c'est moi qui parle. Hein. Ouais, moi j'ai peur. Je n'ai pas peur de lui et je n'ai peur de personne d'autre. Je vais le dire, c'est un traître. C'est un traître. D'abord, non, moi je le dis, il n'a pas vécu en France plus que moi. Ok? C'est un traître. Donc j'ai le droit de le dire. J'attends que les fautes du public tombent sur moi. Je suis pas affronter tout parce que je vais affirmer 10 000 fois que c'est un traître. Et tout ce qu'il ressemble. Je vais expliquer. Ces gens-là, j'entends les Niamsi et tout, c'est des Français, non? Oui. Pourquoi ils ne font pas le combat en France pour avoir un poste de responsabilité? Et avec ce poste, ils viennent nous libérer, nous, ici. Y compris même de ces dictateurs comme ils parlent. Ils sont incapables. Ce sont des fils et des filles indignes de l'Afrique. Parce que c'est le meilleur combat à faire. Attends. On aurait espéré, par exemple, un Obama, élevé par les Africains, parce qu'Obama n'a pas été élevé par... Mais un Bembe, il a été élevé au Cameroun, non. Pourquoi il ne serait pas président de la République française? Ou même simplement un poste important là-bas en France. Après, on en a eu. On a eu des Gaston Monnerville. Il a fait être président en France. On l'a démis. De Gaulle savait qu'il partait là. On l'a démis avant pour que c'est Power qui devienne président du Sénat. Sinon, et puis c'était un adversaire de longue date de Gaulle. Monnerville, c'est un entier. Il devait être président après la démission de Gaulle. Donc on a eu des gens à des postes importants. On a eu ici au Tchad là, Félix, non, Eboué, voilà. Donc pourquoi il ne peut pas? Ils étaient à ces postes importants à une époque il y a plus de 50 ans aujourd'hui. Pourquoi ils ne pourraient pas? Parce qu'ils sont incapables. Ils savent parader simplement par rapport aux Camerounais qui rêvent d'aller en France ou en Europe. C'est tout. Pas par rapport à Jean-Paul Bellec. Pour moi, c'est des minables, ok, et des traîtres, pire que tout. Minable, je veux bien, mais traite, il n'y a pas mieux. Ok, alors, maintenant, excuse-moi, il faut des préalables. Premièrement, Tchoundjiang Pouemi, qui a remis en cause, après une bonne analyse, vous connaissez son livre, justement, les servitudes, qui a remis en cause ce système-là, a été assassiné. Il appelé le FMI le Fonds de misère instantanée. Il a été assassiné. Bon. Stolen, non, l'autre, là, How Europe Underdeveloped Africa. Ça, c'est Walter Rodney. Il a été assassiné.
Ce livre date de 1972. Il a assassiné 8 ans après 1980. Il a été assassiné. Le nombre d'assassinés est multiple. On en arrive même à Idriss Déby assassiné, en passant par les Sankara assassinés. Tu sais que ce n'est pas des fils dignes qui ont manqué, ou même des filles dignes. On en a. On n'a pas besoin de bembé. Mais ils sont assassinés. Bob Marley a chanté How long shall we... Bref, je vais traduire en français. Combien de temps on doit attendre là à rien faire pendant qu'il tue nos prophètes? C'est Redemption Song, chanson de Bob Marley. Oui. Et on va rester comme ça. Tout ce... Bon, prophète, c'est parce qu'il résonne à la façon Rasta. Et Oui. Rasta, un mouvement qui a mûri là-bas en Occident, même si c'est en Jamaïque. Nous, chez les Africains, on n'a pas de prophète. L'Africain n'a jamais dit que Dieu lui a parlé. On n'a pas besoin de prophète. Nous cherchons à comprendre ce que Dieu veut. C'est différent. À s'approcher de lui. On n'a jamais eu la prétention de dire que Dieu nous a parlé. Donc on n'a pas de prophète. Nous. Oui. Tous les prophètes sont non africains. Dignes, enfin, noirs. Bon prophète. Noirs. Non, on n'en a pas. Et tous ceux qui sont prophètes, comme les Kibangou, parce qu'ils se sont affiliés à ces religions importées, comme le christianisme. Mais nous, dans nos propres religions, nous, enfin, je te le dis, on n'a pas de prophète. Quand je dis des trucs comme ça, c'est vu 1000 fois. Je ne suis pas en train d'improviser. Je sais qu'il n'y a pas de prophète dans la culture africaine. Et ça tient de la logique mathématique même, tout simplement. Voilà. Cette prétention, nous, on ne l'a pas. On sera en contradiction. On laisse ça pour les autres. Autre chose. Le Zimbabwe, aujourd'hui, s'est appelé pendant la colonisation la Rhodésie du Sud. Le nom vient de Cecil Rhodes, Cecil John Rhodes. C'est lui qui fonde la société de diamants de Beers en 1888. De Beers, dont le chiffre d'affaires est dans les 700 millions de dollars. Le capital est plus de 2,5 milliards de dollars. C'est eux qui ont le monopole du diamant. En tout cas, difficile de vendre des diamants si on n'est pas associé à De Beers. N'est-ce pas? Voilà. Comment? C'était un aventurier. Il quitte l'Afrique du Sud, colonie britannique, et va à la conquête de cette Rhodésie. Rhodes, non? Oui. Vous savez, avec les Ian Smith, ils ont mis un autre système d'apartheid là-bas. Voilà. Pour conquérir dans la Rhodésie du Sud. Le voilà qui... merci. Bob. Oui. On vous a mis la chanson justement pour que vous voyez. Redemption Song. Il dit beaucoup de vérité. Dans la même chanson, il dit n'ayez pas peur de l'énergie atomique parce que personne ne peut arrêter le temps. Personne ne peut arrêter le temps. C'est très fort. C'est que ce n'est pas une panacée. Et moi, je peux le dire sur le plan de la physique. Mais c'est très fort. Voilà. Donc, en fait, maintenant, nous avons des prophètes. Hein. Je fais la concession, si c'est un dôme qui veut me contredire. Je concède tout de suite. Depuis les temps modernes, nous avons des prophètes. Voilà. Messieurs, allons-y. Depuis les temps modernes. Mais dans les temps anciens, dans notre logique pure, il n'y a pas de prophètes. Ok. Maintenant, on a des prophètes, les Kimangou, les Bob Marley. Plus que 18 minutes pour sortir de cette édition. Allons-y, on va accélérer. J'accélère, voilà. Il dépossède les Matabele, les Shona. Ça, c'est les populations du Zimbabwe. Qui avaient leur terre. Vous connaissez le problème de la terre qui contient au Zimbabwe. D'abord, il y a massacre et dépossession du bétail et des terres. Qui est-ce qu'on est en train d'appauvrir? Ils ne mourraient pas de faim. Qui est-ce qu'on est en train d'enrichir? Ah, comme tu es pressé, c'est bon pour ma chute. Je chute là. Je laisse la réflexion ouverte. Quoi que tout le monde peut réfléchir. Voilà. Pendant ce temps, Patient Parfum Domon le sait très bien, la politique occidentale ne connaît qu'un seul langage, le langage de la violence. Et pour bon nombre d'Africains, depuis la nuit des temps, et depuis plus de 10 ans aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et pour nous en sortir, la seule chose à faire, comme le déclare souvent Jean-Paul Mbelek, c'est la guerre. Nous sommes en guerre, cela est vrai, mais il faut aussi dire que c'est l'humanité entière qui est en guerre contre une caste d'individus. Les mondialistes, les globalistes, les talmudistes qui ont décidé de faire du reste de l'humanité des esclaves. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on a appris que malheureusement, nous en faisons pas une exception. Tout à l'heure, dans le classement que le docteur Soro faisait, vous avez vu des réformés. Ce sont des gens comme toi et moi, mais à qui on a fait un lavage de cerveau et qui se croient faisant partie de cette caste, n'est-ce pas, de ce que tu appelles les mondialistes, oui, et qui ont pour vocation, n'est-ce pas, à dominer le monde, à diriger le monde, à être au-dessus de tout, même de leurs propres frères. Parce qu'il a vu qu'ils étaient dans une organisation plus ou moins, malgré les petites divergences et différences, qui faisaient quand même que s'il y a des gens à tuer, ce sont ceux qui disent se rapprochent beaucoup plus de la bête de singe, dont nous. Mais quand ils ont commencé à tuer leurs propres frères blancs, ça posait un problème. Et vous avez vu comment ils ont pu mobiliser le monde pour combattre ce qu'ils ont appelé la peste brune. Et nous, les Noirs, les Camerounais en premier, quand ce brigand de Gaulle, parce que c'est ce qu'il était, est venu, nous lui avons dit, écoute,
nous allons battre pour donner la dignité à l'être humain. Nous n'allons pas nous battre parce que c'est toi qui es devant nous. Mais nous n'acceptons pas que les êtres humains soient piétinés parce que nous l'avons vécu dans le chair pendant plus de 400 siècles. De 4 siècles, autant pour moi. 400 ans. Plus d'un siècle que nous étions dans la colonisation française avec tous les abus qu'on peut bien imaginer. Nous savons, nous avons ce marqueur dans notre chair, dans notre corps. Nous savons ce que c'est cette étape de ravalement au rang de la bête. C'est pour cela que nous allons combattre ce système. Et à travers notre détermination à combattre ce système, nous allons te dire qu'il est temps pour nous de retrouver notre dignité, notre souveraineté, notre liberté. C'est ce que De Gaulle n'a pas compris. C'est pour ça qu'un soir d'un certain décembre 1945, avec ces deux complices qui étaient M. Soustel et René Pleven, ils se sont retrouvés dans une chambre pour pondre une décision qui devait donner corps aux Français. Enfin, parce que, comme je vous l'ai dit, les Américains les menaçaient déjà en disant « Votre franc français, il faut le dévaluer. Vous avez trop de dettes que vous avez de nous. Il faut tout faire pour combler ce trou-là. » Et les trois mousquetaires, comme je les appelle, ces trois brigands, se sont retrouvés quelque part et ils ont créé le franc CFA. Et avec la complicité de certaines élites africaines, entre guillemets, ce qu'on appelait les interlocuteurs valables, les Senghor, les Houphouët, la Idjo et consorts, qui se sont couchés, n'est-ce pas? Ils ont accepté plus tard d'être sous le Kabangondo, n'est-ce pas, de ce géant blanc qui racontait des balivernes aux gens. N'oubliez pas que quand le grand Ruben Ounyobe va à l'ONU pour, n'est-ce pas, plaider pour l'indépendance, on mobilise d'autres Camerounais pour aller lui porter la contradiction à l'ONU. Et on les appelle interlocuteurs. Et on les appelle interlocuteurs valables. Et c'est eux qui disent, ah, regardez-moi l'idiot là. Nous sommes incapables de fabriquer une bûchette d'allumettes et il veut que nous devenions indépendants. C'est parti de là. Et ça continue. Chaque système, c'est Bourdieu qui l'a bien expliqué. Il y a le système de reproduction sociale. Hein? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de reproduire cette élite des interlocuteurs valables et qui pensent, souvent même de bonne foi, hein, excusez-moi, que c'est eux qui sont la fine crème, n'est-ce pas, qui doit diriger le troupeau de moutons et de singes et de bêtes sauvages que nous constituons. Nous devons leur Et pendant ce temps, il joue justement avec les personnes en direct. Cette fois-ci encore, nous a effacé. Allons-y, Albert, on est là ici pour terminer rapidement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais on fait ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de dire. C'est-à-dire que nous avons une masse critique déjà assez considérable. Et il faut passer à l'action. L'action, c'est que chaque citoyen africain, partout où il s'y trouve, il doit être un relais, n'est-ce pas, de ce que nous faisons dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tribune matinale. Il faut que nos dirigeants, nos gouvernants prennent les responsabilités parce que je pense qu'ils sont là, ils ont été élus par nous, ils doivent pouvoir justement protéger, ils doivent travailler pour nos intérêts. Il faut en même temps comprendre une chose, l'Afrique avant, l'Afrique n'est plus celle de 1945. Donc aujourd'hui il y a une nouvelle c'est un peu le cloisonnement de la pensée. Et il y a des dynamiques, des dynamiques nouvelles qui sont mises en place, qui s'expriment. Ça, c'est important. Je ne peux pas quand même sortir du plateau sans quand même évoquer un point, parce qu'il s'agit beaucoup de nos compatriotes africains qui se plaignent du fait que justement que pour trouver une alternative à cette dette coloniale qui nous a été imposée, il est question j'allais dire, de mobiliser des transferts de fonds vers le continent, mais malheureusement, il y a maintenant des conditions assez rudes qui sont mises en place par des sociétés de messagerie financière pour leur permettre justement de faire ça. Parce que pour dire vrai, si notre diaspora se mobilisait, eh bien, je suis certain que cette dette-là sera payée. Et ils en sont parfaitement conscients. Donc je pense que... Quelle dette, Anatole? La dette coloniale. Non, on n'a pas. On n'a pas de dette. Il veut dire qu'il faut que la diaspora transfère les fonds vers l'Afrique. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle trouve le moyen de commencer à faire l'opération inverse. Voilà, en masse. c'est ce que je veux dire. Oui, mais ce n'est pas pour payer quelqu'un de dette. Non. Voilà, parce que nous, on n'a pas de dette à payer. Alors, on n'a pas de dette à payer. Je pense donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà effacer de la mémoire des Africains que les dirigeants africains sont des autocrates. Parce que de plus en plus, c'est un discours que j'entends dans les médias hexagonaux. Vous ne pouvez pas être autocrate dans une colonie, dans un pays où vous n'avez aucune souveraineté, ni économique, ni politique. Dans une colonie où on envoie les constitutionnalistes revoir votre constitution.
pour vous permettre de vous réélire. Donc, il faut déjà qu'on enlève ce logiciel-là. La dernière chose qu'il faut, à mon sens, également qu'il faut faire également, c'est quoi? C'est que la plupart de nos compatriotes qui sont partis chercher le savoir, le know-how, de l'autre côté-là, qui viennent justement sur le continent africain, il ne faut pas qu'ils deviennent des collabos ou bien les intermédiaires, comme on appelle du temps du maquis. Il ne faut pas qu'ils deviennent des intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un sommet France-Afrique qui est organisé à Montpellier, il s'agit pratiquement d'une autre forme d'immigration choisie qui a de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on ait des interlocuteurs qui seront choisis par Macron et les autres. Non, je pense qu'il faut une dynamique de panafricaniste qui se met en place, parce qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme, il faut que l'idéologie panafricaniste se mette en marche rapidement, afin que nous ayons véritablement des dirigeants qui sont légitimes et représentatifs de nos désirateurs, de nos besoins, n'est-ce pas, de nos problèmes, parce que il ne faut pas que ce soit Paris qui vient se mettre, par exemple, les affaires du Tchad, il ne faut pas que ce soit Paris qui vient se mettre les affaires du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, non. Il faut que ce soit les Africains qui gèrent leurs problèmes. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Permettez-moi de lire quelques messages de nos téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Juste pour vous rappeler que la France est en train de recruter 16 000 soldats. Et hier, dans une de leurs chaînes, ils ont présenté leur nouvelle arme, une voiture de 17 mètres de long, 3 mètres de hauteur et qui a été envoyée au Mali, qui sera envoyée au Mali dès l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir l'arme nucléaire? C'est Arsène qui nous écrit depuis Douala au Cameroun ce matin. Bonjour DBS, ces Africains qui insultent nos héros sont des lâches. Au Togo, on cite Mlapa 3 comme étant celui qui a signé le traité de protectorat avec Mastigal. Et ces 3 qui ont combattu les Allemands, pourquoi on ne cite pas leur nom et seulement celui qui a favorisé l'invasion qu'on cite dans nos documents? Du courage, Monsieur Parfait Ahmed depuis le Togo nous a écrit ce matin. Il y a également quelqu'un d'autre. Bonjour Monsieur Ngoss et à tous vos panélistes. Effectivement, il s'agit du général de Villiers qui a averti le président français et Madame Parly de faire attention car il mène ce pays à la dérive. Chaque week-end, il y a des manifestations anti-Covid ici en Europe. Voilà encore Zemmour dont la pervertise sexuelle vient d'être mise à nu. Bref, Monsieur Ngoss, les jeunes générations ici sont en train de voir le vrai visage de ceux qui les dirigent. Je me demande encore quel type de preuves ont besoin, ceux qui nous traitent de complotistes pour se rendre compte que le seul moyen pour ces politiques étrangères d'opérer, empêcher quiconque qui se mettra sur leur chemin, car il y va de leur survie. Quel type de preuves devrais-tu encore mettre sur la table, Steve? Ben, je sais pas. J'ai déjà mis toutes les preuves sur la table. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse et je vais continuer justement à mettre les preuves sur la table pour continuer justement l'éveil des consciences. Bonjour DBS, ça fait longtemps que l'on a du mal à vous suivre depuis l'Allemagne sur Facebook. Peut-être essayer aussi les directs sur YouTube. C'est beaucoup plus stable. Merci encore. Une très belle émission. Je vais encore me répéter, mais il faudrait aussi s'occuper du cas chinois sur le continent. Ils s'accaparent sournoisement de nos terres et ils sont encore beaucoup plus dangereux que les Occidentaux. Merci et bonne journée à tous. C'est une personne qui nous écrit d'ailleurs depuis l'Allemagne ce matin. De gros problèmes d'ailleurs d'internet et surtout de Facebook ce matin. On quitte d'ailleurs de 350 personnes connectées à 59 parce que l'image se fige. Allez savoir ce qui se passe derrière. Salut Steve et à tous les panélistes, pardon. Insérez-moi dans le groupe WhatsApp. Je veux le numéro de Parfendom. Merci, j'ai oublié. Et Paul est là également. C'est Edo qui nous écrit depuis Kapalimé au Togo ce matin. Il y a également un autre Edo, lui nous écrit souvent de Chicago aux États-Unis. Bonjour DBS, et Paul est là, il va bien? Il va très bien, je vous ai dit. Apparemment, je n'ai pas donné la nouvelle de Paul est là, il va très bien, il est au chevet de sa mère qui est malade et qui a été opérée il y a quelques semaines. Justement, alors ne vous inquiétez surtout pas, il sera de retour dans les jours à venir. Faites-nous souvent aussi parvenir les liens de vos reportages. Merci, on fera les nécessaires en tout cas pour cela, même si on ne donne pas souvent de sources. Bonjour Didier ce matin. Oui, l'Afrique est pauvre parce que ces deux institutions internationales créent elles-mêmes les conditions de son extrême pauvreté. L'exploitation de nos matières premières par des prédateurs féroces. Les systèmes politiques, économiques et monétaires ne peuvent en aucun cas garantir le développement de l'Afrique. Le réveil de l'Afrique est à jamais plus que indispensable. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles.
Bruxelles, précisément en Belgique. Bonjour à toi, monsieur Ngos, ainsi que ton plateau. J'ai mal parce que je ne comprends pas comment le monde entier ne comprend pas encore que Dieu, dans sa glorieuse majesté, a inondé l'Afrique de tant de richesses. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée, que tous ces lobbies sachent que nous avons ouvert les yeux et que plus que jamais, nos yeux ne seront plus jamais fermés. Ok, nous acceptons être le continent le plus pauvre. Nous ne les avons jamais demandé de venir nous aider. Qu'ils partent de l'Afrique, nous allons revivre dans notre troc ancien. Et surtout, vive l'Afrique debout plus que jamais. C'est Ousmane Zok depuis Yaoundé. Bonne journée à vous. Que Dieu garde DBS ainsi que toutes ses composantes. Prières des contacts Papa Simondé, Dr Jean-Paul Mbelek, Monsieur Bandakani, Monsieur Anatole, Aïssi Albert. Merci. Merci également à vous qui nous avez écrit. D'ailleurs, ce matin, vous êtes nombreux à nous écrire. Je ne pourrais pas lire tous vos messages. Bonjour, monsieur Ngos, ainsi que les panélistes. Le président du Burkina Faso a refusé de donner son pétrole et l'uranium. Voilà que la France a jeté le terrorisme pour tuer les Burkinabés. C'est Eboua Karl, le cousin, ou alors le neveu de l'autre, qui nous écrit depuis le Burkina Faso ce matin. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là. On va terminer avec, si vous me permettez, avec la complicité de McDonald's qui est la réalisation, avant de se dire au revoir. Laissons Redemption Song juste un peu, en quelques secondes, et on va se séparer. Ça va? Ça, c'est le son de la liberté, Redemption Song. J'espère que ça fait plaisir à Jean-Paul Mbelek. Merci d'avoir été là ce matin. Merci. Merci à vous, Dr Sor, d'avoir été là ce matin. Depuis Yaoundé, d'ailleurs, vous êtes venu nous rendre visite. Merci à vous, Albert Lantola, ici. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la première du genre de cette semaine, de ce mois de mai, entièrement et totalement dédiée à Marie-Florent Gomborlaine, qui nous suit d'ailleurs tous les jours. Il faut le dire comment du lundi au vendredi. Du côté de Bédi, là-bas, ils sont très nombreux d'ailleurs à nous suivre, et sans oublier toutes les personnes qui nous suivent à Bonapriso et qui n'ont pas de câble depuis 4 jours aujourd'hui. Tout ça pourquoi? On a remplacé DBS par une autre chaîne de télévision. Ils m'ont écrit ce matin pour me faire comprendre qu'il faut que ça change à tout prix. J'espère que vous avez appelé votre câble distributeur pour lui dire tout simplement de vous remettre DBS Matin. Oui, c'est crawling, mais bon, je ne sais pas. Bon. À vous voir. À notre ami le crawling. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver demain. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment-ci c'est le présent. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait du présent? On en profite. Surtout à la guerre comme à la guerre. Bonne journée à vous. Au revoir. Waouh! Grande promotion sur votre chaîne de télévision DBS. Désormais communiquée à partir de 5 000 francs CFA. Qu'attendez-vous donc pour en profiter? Contactez-nous vite au téléphone ou par WhatsApp au numéro 00237 669 844 934. DBS, c'est la vitrine dont vous avez besoin. C'est ici, au pied du mont Cameroun, à 500 mètres d'altitude de la mer, bercé par la pluie, caressé tendrement par le soleil, qu'est née l'une des plus belles légendes de thé au monde. Toletti est une explosion de saveurs et de douceur bienveillante. Toletti au sommet du plaisir. Lorsque vous plongez l'infusette dans votre tasse d'eau chaude, la caféine se libère, le tanin s'étuffuge, la théine se propage et vous procure une sensation bienfaisante de bien-être et un tonus sans pareil. Boire du thé tous les jours, c'est choisir d'être en bonne santé. Ndawara, la marque d'écran. Vous êtes titulaire d'au moins un BEPC